Sadia. Bon, on a eu trop d'émotions tout à l'heure, je ne vais pas en rajouter. J'aimerais juste dire, Sadia, nous t'aimons beaucoup. D'accord. Ma conférence, dans cette conférence, je vais essayer de vous présenter aujourd'hui la relation entre les mathématiques et les autres disciplines. Comme vous êtes un public pluridisciplinaire, j'ai choisi ce thème et je vais au début vous faire un peu d'histoire. Donc ici, aujourd'hui, je vais faire la relation entre les équations différentielles et la dynamique des populations. Une population, ça peut être une population d'êtres humains, une population d'animaux, ça peut être des cellules, des molécules, etc. Dans la première partie, comme je viens de dire, je vais faire un peu d'histoire. Donc, je vais parler du modèle fait par Bernoulli appliqué à la variole, puis du modèle de Ross appliqué au malaria, connu scientifiquement par le paludisme, le modèle tridimensionnel de Kermack et McKendrick, puis le modèle de démographie, donc en dimension 1, le modèle de Mathius, le modèle de Cambert, le modèle de Verhulst, puis le fameux modèle en dimension 2 qui est à la base de tous les modèles de démographie, modèle de dynamique de population actuelle, c'est le modèle de Lotka-Volterra. Je vais vous raconter son histoire. Dans la deuxième partie, je vais faire un résumé de nos deux travaux. Le premier, c'est le modèle de population avec récolte non lisse. Le deuxième, c'est le modèle de population avec récolte non linéaire. Pour le premier modèle que je vais présenter, c'est le modèle de Daniel Bernoulli, fait en 1760. Donc au XVIIIe siècle, l'Europe a été ravagée par la variole. C'était une des maladies importantes à cette époque. Elle tuait presque un dixième de la population. C'était quand même très important comme espérance de vie. Et à cette époque-là, il y avait l'inoculation, mais il n'y avait pas, la vaccination. L'inoculation, par contre, quand on se fait inoculer, on a un risque de 2% de mourir. Bernoulli voulait savoir mathématiquement qu'est-ce que ça peut représenter en termes d'espérance de vie. Il a donc construit ce modèle. X, c'est l'âge des individus. S, c'est le nombre d'individus vivants à l'âge X qui ne sont pas infectés. Ça s'appelle les susceptibles en épidémiologie. R, c'est le nombre d'individus vivants à l'âge X et qui sont immunisés, donc qui sont déjà atteints et qui sont rétablis. Donc en faisant ce modèle, il a conclu que l'espérance de vie augmente en faisant l'inoculation. Cette conclusion a été rejetée par la communauté scientifique et surtout par la population en disant que et si ce 2%, ça tombait sur moi. Donc on a vécu ça un peu au Covid quand il y avait la vaccination. Puis la vaccination est apparue bien après la vaccination de la variole. Le deuxième modèle, c'est le modèle de Ross, qu'il a appliqué, qui a essayé d'étudier la propagation du paludisme, le malaria. Donc le malaria, comme vous le savez, c'est une maladie qui est transmissible par les insectes. Ross voulait savoir qu'est-ce que ça peut donner lorsqu'on essaie de modéliser ça mathématiquement sur la propagation des maladies. Donc il prend I comme étant le grand I, le nombre d'infectés, petit I, le nombre de moustiques infectés, grand N, c'est le nombre total des humains, petit n, c'est le nombre de moustiques infectés par le malaria. Les conclusions à laquelle est arrivé Ross, c'est que
il a trouvé un seuil, R0. Lorsque ce seuil atteint la valeur 1, donc lorsque c'est inférieur à 1, la maladie disparaît. Et lorsque c'est supérieur à 1, la maladie se propage encore. Ça, c'est traduit par le nombre n étoiles qui correspond au nombre de moustiques infectés. Lorsque ce nombre de moustiques est atteint, lorsque on dépasse ce nombre de moustiques, la maladie se propage. Et lorsque on est inférieur, la maladie s'arrête. Donc il a conclu que au lieu de tuer tous les moustiques, il est suffisant de tuer assez de moustiques, suffisamment de moustiques pour éradiquer la maladie. Le troisième modèle important, donc ce modèle, c'est en dimension 3, qui a été posé par Kermack et McKendrick en 1927. Ce modèle est à la base, donc il est très simple dans le sens où il y a beaucoup de... Ça a été enrichi maintenant et a été modifié avec beaucoup de modèles qui sont beaucoup plus compliqués. Et il est à la base de tous les modèles étudiés actuellement en épidémiologie. Donc là, il suppose qu'un individu passe par les 3 compartiments, par les susceptibles, puis par la case des infectés, puis par les rétablis. Donc, les rétablis, on peut trouver aussi les morts. Et quand on fait la somme des 3, on obtient le nombre total de la population. Donc C, c'est la fréquence des contacts, et G, c'est la vitesse de guérison. Bon, il y a d'autres paramètres que je ne vais pas citer ici. Là encore, Kermack et McKendrick ont trouvé le R0, que je viens de vous montrer tout à l'heure pour le modèle de Ross, qui est égal à ça. Et pareil, quand ça dépasse 1, la maladie se propage, et quand c'est inférieur à 1, la maladie va disparaître. Et comme C, c'est la vitesse, C, c'est la fréquence de contact, et G, c'est la vitesse de guérison, donc il suffit, pour que R0 soit inférieur à 1, il suffit... Donc il suffit de réduire C et d'augmenter la vitesse de guérison. Et cela, il y a la limitation des contacts, et puis il y a le lavage des mains, la distanciation sociale, le vaccin, s'il est disponible. Bien, j'arrive maintenant au modèle. Donc ça, c'est le modèle le plus simple possible en dynamique de population. Il a été posé en 1798 par Malthus. Alors, ce modèle, Malthus dit que donc, la population en un T plus un petit accroissement, c'est égal à la population à l'instant T plus un accroissement. Donc, son accroissement proportionnel au nombre total au nombre de la population à l'instant T. Donc, il suppose que K est constant. K, c'est la différence entre les naissances et les décès. Donc, il pose son modèle. Non. Voilà. Donc, il pose son modèle. C'est le modèle suivant. Ce modèle, c'est un des plus simples possibles, comme je viens de le dire. Et il est à la base de beaucoup de modèles qui sont faits actuellement et dont les recherches continuent en ce moment. Alors, pour le modèle de Malthus, lorsque K est égal à 0, ça veut dire qu'il y a la différence entre la natalité et les natalités et les décès est égale à... Ils sont égaux. Il trouve que la population reste constante, donc ça, c'est pas étonnant. Lorsque K est négatif, la population tend vers l'extermination. Par contre, quand K est positif,
c'est-à-dire le nombre de natalité supérieur au nombre de décès, bon, c'est ce qui est actuellement le cas, le nombre de populations progresse en exponentiel. Le défaut majeur du modèle de Malthus est que Malthus ne suppose pas la limitation du milieu. Il suppose qu'une population peut se développer d'une façon exponentielle jusqu'à l'infini, et là on court vers une catastrophe démographique. Donc, il suppose aussi que les ressources sont disponibles, etc. Donc ce modèle a ses défauts. Il a été amélioré par Gompert en 1828. Donc Gompert, il pose ce modèle, donc il suppose que K n'est pas constant. Et il montre que la population augmente, mais vers une capacité maximale du milieu, c'est-à-dire qu'une population ne peut pas aller au-delà de la capacité maximale du milieu. Alors, le dernier modèle en dimension 1, c'est le modèle de Verhulst. Verhulst, par contre, lui, il dit que la population ne pourra jamais, elle finit toujours par tendre vers un nombre qu'il appelle la capacité biotique. Donc, quand on est inférieur, on tend vers cette population. Et quand on est supérieur, je vais montrer par le schéma. Donc, son modèle, il est sur l'autre page, je crois. Voilà. Donc, il est là, son modèle. Et quand on est supérieur, on tend vers cette population. D'ailleurs, il a supposé, donc il était là en 1838, il a prédit la population belge, le nombre d'individus en Belgique, et ça n'a pas été loin en 1994. Donc quand même la différence est énorme entre 1838 et 1994. Donc il a pu prédire la population belge en 1980, presque en tout cas. Donc le modèle de Verhulst s'appelle le modèle logistique. Donc c'est par rapport à la linéarité du taux d'accroissement, etc. Bien. Il vient maintenant le fameux modèle de Lotka-Volterra. Donc Lotka-Volterra, ce n'est pas un nom, c'est deux. Il y a Lotka, il y a Volterra. Lotka, c'est un chimiste et Volterra, c'est un mathématicien. Donc D'Ancona, qui est un biologiste italien, a fait un prélèvement durant la Première Guerre mondiale. Donc il a fait un prélèvement des sardines et des requins en 1994, puis il a refait en 1918. Donc, il s'attendait à ce que le nombre de sardines va augmenter d'une façon très considérable, puisque la pêche a été très réduite en ce moment. Il n'avait pas d'explication. Il a fait appel à Volterra. Donc, Volterra voulait donner une explication à ce phénomène. Il a posé ce modèle en 1925, qui a été posé par Lotka, qui est le chimiste, qui n'a rien à voir avec... Donc, ils ont fait ça indépendamment en 1926. C'est pour ça que le modèle porte leur nom en même temps. Donc, pour poser ce modèle, il suppose que le nombre de proies croît en exponentiel quand il n'y a pas de prédateurs. L'effectif de la population prédateur décroît en exponentiel lorsqu'il n'y a pas de proie. Le nombre de rencontres entre les proies et les prédateurs est proportionnel aux deux effectifs. C'est pour ça ici qu'on trouve le signe moins. Donc si on prend U, c'est le nombre de proies, V, c'est le nombre de prédateurs. Donc ici, on trouve le signe moins pour dire que ça défavorise les rencontres UV, ça défavorise les U, et ça favorise, on le rajoute ici, ça favorise les prédateurs. Et ici, le signe moins, c'est pour dire que les prédateurs diminuent lorsqu'il n'y a pas de proie à manger.
Donc les paramètres sont strictement positifs. Je vais le dire ici. Donc pour ce genre de système, des systèmes proie-prédateurs, donc U et V n'ont d'importance que dans le premier cadran du plan, c'est-à-dire lorsque U est strictement positif et V aussi, ça a un intérêt biologique lorsque ces conditions sont vérifiées. Donc alpha, c'est le taux de croissance des proies en absence de prédateurs, et bêta est le taux de proies chassées par les prédateurs. Gamma, le taux de mortalité naturelle des prédateurs lorsqu'il n'y a pas de proie à manger, et delta, le taux de croissance des prédateurs morts. Alors, donc, en posant ce système en dimension 2. Donc, je vais juste rappeler que ce système est à la base de tous les systèmes, de tous les modèles de population qui sont faits actuellement en dynamique de population. Alors, ce qui est impressionnant, ce qu'ils ont trouvé lorsqu'ils ont étudié le modèle qu'ils ont posé, est que les solutions de ce modèle, elles sont périodiques. Donc on trouve V en fonction de U, l'évolution de V et de U. Les solutions, donc si je démarre par exemple, si je prends cette solution, je démarre d'une condition initiale ici. Donc ici, j'ai beaucoup de proies, un peu moins de prédateurs. Ce qui va se passer, c'est que les prédateurs vont trouver suffisamment de proies à manger, donc leur nombre va augmenter. Et comme les proies sont mangées, leur nombre va être réduit. Donc, puis les prédateurs ne trouveront plus de proies à manger ou moins de proies, leur nombre va être réduit. Les prédateurs, leur nombre est réduit. Ce qui va se passer est que les proies, il n'y aura plus qui va manger les proies et donc leur nombre augmente encore une fois et revenir au même point. Et ça se passe d'une façon cyclique, ce qui permet de donner l'explication qu'il a remarquée à la remarque de d'Ancona. Donc, toutes les solutions ici, elles sont périodiques. Vous démarrez de n'importe quelle condition initiale que vous voulez, de U0 et de V0, vous aurez toujours une solution périodique. Et ce qui est impressionnant est que ça, c'est vrai pour n'importe quelle échelle de temps. Donc, vous prenez pour 0 et 10 ans, ou bien entre 0 et 100 ans, le résultat est toujours le même. Bien. Maintenant, je vais passer à nos travaux. Je vais faire un résumé donc, de nos travaux. Je vais commencer par le premier travail. Donc, ce travail a été fait en collaboration avec Matt Thésard, qui viennent de soutenir. Un des défauts du modèle de Volterra, de Lotka-Volterra, est qu'il ne suppose pas, par exemple, l'âge des populations, il ne suppose pas qu'il y a des maladies, etc. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent affecter l'évolution de U et V. Donc ça a été beaucoup modifié et ça s'améliore encore, donc il y a beaucoup de recherches qui est récente. Alors, une des recherches sur laquelle on a travaillé, c'est qu'on peut supposer que les deux populations sont chassées ou récoltées. D'accord ? Dans un travail très récent, oui, avant de dire ça, donc pour la récolte, les récoltes, quand je dis récolte, ça veut dire bon, il y a une fonction qu'on incorpore dans le système, en général on l'ajoute, donc avec un signe moins pour dire qu'on est en train de réduire le nombre. Les fonctions récoltes qui sont ajoutées jusqu'à présent, donc c'est soit linéaire, soit constante. Donc quand on ajoute, par exemple, quand on chasse d'une façon constante, à un moment, on risque d'exterminer une population. Et c'est pareil pour les linéaires. Donc l'idée est de prendre les deux.
donc de prendre linéaire jusqu'à un certain seuil, puis c'est constant lorsque ça augmente. Donc, la fonction qu'on prend, on suppose que le travail qui a été fait, donc la chasse a été appliquée au prédateur. Pour nous, on va supposer que la chasse est appliquée aux proies. Donc, on va prendre h de x, cette fonction. Donc, linéaire, lorsque, bon, je vais dire d'abord que x et y, c'est le nombre de proies et de prédateurs. Les paramètres, ils sont tous strictement positifs. En l'absence de prédation, la proie croît de manière logistique avec un taux de croissance R. Donc, on utilise la fonction tout à l'heure de Verhulst. Donc, h de x, on suppose que h de x est linéaire lorsque x est inférieur à un certain seuil et elle est constante lorsque x dépasse ce seuil. Donc, je vais vous montrer ici la fonction h. Donc, la fonction h augmente d'une façon linéaire, puis devient constante. Et x bar est le seuil de la récolte ou de la chasse. Ça dépend des populations qu'on a. Ça peut être autre chose aussi que récolte et chasse. Ça peut être capture, ça peut être... Et comme les populations, on a dit que ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être des molécules, ça peut être des cellules, ça peut être des individus. Donc, ça dépend de quoi on parle. Bien. Donc, un des premiers résultats qu'on a démontré est que lorsqu'on démarre du premier cadran du plan, donc du cadran positif, les solutions sont bornées. Ça veut dire qu'on ne se retrouve pas avec le cas de Malthus où il y a une explosion démographique. Puis on montre que cet ensemble est positivement invariant. Donc, je vais donner juste l'idée de la démonstration. Donc, on pose oméga de t, cette fonction, donc on retrouve ici. Puis, on montre que, après dérivation, on montre que oméga point plus xi oméga est inférieur ou égal à cette quantité. En intégrant, on arrive à trouver que, donc après plusieurs étapes, on trouve que limite de oméga t est inférieure ou égale à mu sur xi, où xi est un paramètre inférieur ou égal à d, ce qui montre que notre région est positivement invariante. Donc positivement invariante, pour les gens qui ne connaissent pas le terme, veut dire que lorsqu'une trajectoire rentre dans cette région, elle ne la quitte pas, elle ne sort plus de cette région. Je vais vous la montrer ici. Donc, la région positivement invariante, S, c'est ce triangle-là. Ici, on a le seuil x bar. Le système, notre système que je viens de présenter, donc il est géré par la première fonction qui est linéaire dans cette partie, puis par la fonction qui est constante dans cette partie-là. Le système, notre système admet donc 3 points d'équilibre lorsque le seuil lorsqu'on est inférieur à la valeur du seuil. Cet équilibre-là indique l'absence des deux populations, de proies et de prédateurs, et celui-là, c'est l'absence de la population prédateur. Par contre, celui-là, c'est la présence des deux populations. Le résultat important ici est que le point P étoile est globalement asymptotiquement stable. Bon, je vais vous expliquer le sens réel maintenant. Donc ça, c'est plutôt mathématique. Pour le faire, on construit une fonction de Lyapunov adéquate. On utilise le critère d'invariance de la salle, donc en calculant V point. On montre d'abord que P étoile est l'ensemble invariant maximal tel que V point est égal à 0
et on a le résultat. Donc là, c'est les grandes lignes de la démonstration. De toute façon, la démonstration est disponible sur l'article en détail. Voilà, donc juste pour expliquer ce que c'est qui est globalement asymptotiquement stable, ça veut dire que si je prends n'importe quelle condition initiale dans le plan, condition initiale, la condition avec laquelle on démarre x0 et y0. Donc on montre que n'importe quelle solution, par n'importe quelle condition initiale, la solution tend vers l'équilibre P étoile où les deux populations cohabitent. Et ça, c'est quand même important en termes de population. Là, il n'y a pas d'extermination de la population pour ces valeurs de... Bon, là, c'est des valeurs très particulières, mais le cas général, c'est ce que je viens de présenter. Lorsque le nombre de points maintenant est supérieur à la valeur seuil, pareil, donc on trouve les équilibres du système. Pareil, on a cet équilibre-là, ces deux-là, ça dépend des valeurs de paramètres. Et puis celui qui nous intéresse, c'est lorsque les deux populations cohabitent. Parce que cela, comme je viens de vous dire, ça veut dire qu'à un moment, il y a extermination d'une des populations. On montre que notre modèle admet deux cycles limites. Bon, là, je dis au moins, là, c'est une idée de la démonstration. Admet deux cycles limites. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Donc, pour la démonstration, on utilise le fait que, qu'on vient de montrer que S est positivement invariante, que Q étoile est soit un foyer, soit une instable. On construit une région annulaire de sorte que les hypothèses du théorème de Poincaré-Bendixson sont satisfaites. Donc ici, on avait déjà un cycle. Le cycle existe dans tous les cas. Puis, il y a la naissance d'un deuxième cycle à l'intérieur qu'on a montré grâce à une bifurcation de Hopf en calculant, en trouvant le coefficient de Lyapunov. Donc ici, on a un foyer stable, puis on a la naissance d'un cycle à l'intérieur au moment de la bifurcation, et le cycle, l'amplitude du cycle grandit et le cycle devient, le cycle est stable. D'accord? Celui de l'extérieur, plutôt il est instable, celui de l'extérieur est stable. Donc, les solutions périodiques ici, les cycles, si vous vous rappelez de ce que je viens de dire à propos des solutions périodiques et de l'autre cas Volterra, donc c'est pareil, c'est intéressant de prendre des conditions initiales sur une des deux solutions périodiques pour préserver les deux populations et pour l'équilibre du milieu. Le deuxième travail que j'ai réalisé, donc ce travail, c'est plutôt, on prend des fonctions h1 de x et h2 de y, donc de récolte. On suppose que les proies et les prédateurs sont soumis à des récoltes en même temps, sauf qu'on les prend non linéaires. Alors, ce qui est étonnant quand même, bon, le résultat est un peu attendu parce que quand même c'est important, x carré y3, on ne retrouve plus les solutions périodiques qu'on vient de prendre. Il y a une certaine stabilité, mais il n'y a pas de solution périodique. Donc on montre que cette région est positivement invariante pour x0 supérieur à cette quantité, au maximum des deux. Le système admet entre 1 et 4 équilibres. Ceux-là, 0, 0 et R sur alpha 1, 0, sont toujours des équilibres pour n'importe quelle valeur de paramètres. Par contre, ces deux-là n'existent que lorsque les paramètres vérifient certaines conditions.
Et moi, celui-là, il peut être négatif, donc c'est celui-là surtout qui nous intéresse. Le résultat important ici, je vais donner juste la conclusion. Le résultat important ici est que ce point est globalement asymptotiquement stable, là où il y a l'extermination, la non-existence d'une population, et aussi, il est intéressant s'il est globalement asymptotiquement stable. Donc pour la démonstration, on prend h de x, y, cette fonction, on calcule cette quantité, on montre que le critère négatif de Dulac est bien vérifié et on aura notre résultat qui dit qu'aucune solution périodique n'existe dans D+. Comme je viens de vous le dire, c'était un peu attendu, mais ça valait le coup de voir ce que ça donnait. Donc lorsqu'on prend quand même des fonctions non linéaires. Bon, là j'ai pris des fonctions non linéaires, mais on peut prendre aussi d'autres fonctions et essayer de voir ce que ça donnerait en termes de dynamique des populations. Donc, juste des exemples pour des valeurs précises des paramètres. Donc là, c'est là que j'ai dit que ce point-là est asymptotiquement stable, est globalement asymptotiquement stable. Bon, je viens d'expliquer le sens réel de ce point. Ça veut dire que les populations se stabilisent à cet équilibre. Un autre exemple, donc tout ça, il y a un travail théorique qui a été fait. Là aussi, les détails sont disponibles dans l'article. Le deuxième cas, vous voyez que là, c'est le point R sur alpha 1, 0. 0, c'est lorsque la population prédateur n'existe pas. Donc on voit que toutes les solutions vont tendre vers ce point, et ça veut dire qu'elles vont tendre vers l'extermination de la population prédateur. Et ça, c'est pas intéressant pour le milieu, sauf si, par exemple, vous parlez de cellules cancéreuses et cellules saines. Bon, ça, c'est un travail que je suis en train de faire. Je pensais vous l'exposer, finalement, je ne l'ai pas fini. Voilà, là aussi, c'est pareil, donc ça tend vers l'extermination de la population prédateur. Ici, quelques références bibliographiques qu'on a utilisées. Voilà, je vous remercie.